C'est aussi pour moi un honneur de pouvoir m'adresser à l'Académie nationale de chirurgie. Merci Michel de ton invitation. Alors lorsque j'ai vu ton sujet, j'avais été un peu surpris. Pour moi, la simulation était plutôt un moyen d'enseignement de l'anatomie. Et là, tu m'as forcé à réfléchir un petit peu à l'envers. J'ai essayé de voir en fonction des 4 niveaux d'apprentissage, le tout début de l'anatomie, la compétence clinique, donc l'anatomie pour nos étudiants au stade de la sémiologie, puis la compétence technique qui rejoint ce que l'on vient de voir avec l'apprentissage de nos internes jusqu'à la validation et l'acquisition et la maîtrise de la compétence, et le stade supérieur, on a parlé tout à l'heure d'experts, mais la compétence hyper spécialisée qui nécessite la connaissance d'une anatomie hyper spécialisée, et ça a été évoqué déjà ce matin, un entretien et un progrès des connaissances. Je fais une petite remarque sur ce qui a été dit par Patrick Baquet tout à l'heure. Je crois qu'il est important que nos sociétés savantes s'en occupent avant que ce soit les assurances professionnelles qui nous imposent une réactualisation fréquente de nos connaissances. L'anatomie est-elle trop traditionnaliste? Elle a été sans doute un peu souvent trop limitée aux cours magistraux, puis aux dissections anatomiques. Elle a progressé avec des supports différents et dans beaucoup de facultés maintenant où les tableaux ont été enlevés, la question ne se pose plus. Les tablettes infographiques ont pu remplacer les tableaux et la craie. J'insiste à nouveau sur la dissection anatomique et la possibilité de simulation qu'il faut à tout prix que nous puissions préserver. Nous sommes assez submergés à Rouen avec les corps qui étaient initialement donnés à Descartes, qui vont dans le labo le plus près, comme Amiens, comme Reims, comme Caen. Et il est urgent qu'un service de don de corps universitaire voie le jour en Île-de-France. Dans ces travaux, à noter, un petit sondage mercredi dernier dans nos journées d'accueil des internes nommés cette année, seuls 9 sur 31 nouveaux internes de chirurgie avaient une expérience de la dissection. Je crois que ça représente 13 ou 14 facultés d'origine. Donc il y a sans doute un gros travail à reprendre à ce niveau. L'anatomie chirurgicale, c'est un moyen d'apprendre, péropératoire, et pour moi, dans mon activité chirurgicale, surtout en préopératoire, je crois que c'est plus le soir quand on prépare un dossier la veille de l'intervention avec un ou deux internes et que l'on fait le plan de ce que l'on va traverser, de ce que l'on va protéger et de ce qu'on va opérer, que l'on approche une haute qualité dans l'anatomie chirurgicale. On nous demande énormément d'anatomie via l'imagerie. C'est une très forte demande des étudiants, surtout à la suite de la création à Rouen, il y a maintenant 6 ans, du NUE d'anatomie indispensable pour les IECN. L'anagramme, c'était AI, parce qu'effectivement, ça fait mal quand on touche à ce point. Et les étudiants nous demandent de retrouver l'anatomie dans les représentations, souvent sectionnelles, que nous donne l'imagerie. Bien entendu, il reste les livres et les ouvrages numériques, pour ne pas dire les e-books. En troisième cycle, c'est difficile, voire très difficile, de les faire revenir au laboratoire, et encore plus dans le cadre de la formation professionnelle continue. Certaines professions ont franchi le pas, mais pas toutes. Je travaille beaucoup plus souvent avec les anesthésistes et les médecins du sport qu'avec les chirurgiens au laboratoire d'anatomie. L'anatomie de spécialité, puis d'hyperspécialité, c'est de la connaissance, puis de l'hyperconnaissance anatomique, et ça doit recouvrir les variations anatomiques qui constituent pour nous actuellement un gros souci, à la fois dans le maintien de la connaissance et surtout dans le développement de cette connaissance auprès des spécialistes. On a parlé de l'analogie avec le simulateur de vol. Effectivement, le spécialiste, c'est celui qu'on va appeler quand tout ne se passe pas comme prévu, et il doit être capable de gérer des situations de crise. À mon sens, et dans mon expérience en traumatologie, l'anatomie perturbée est encore plus compliquée que lorsque l'anatomie est respectée, et ça mériterait d'être largement développé. Répéter, 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 ça a été dit ce matin, et valider, valider, valider. Qui valide? Est-ce que ce sont les anatomistes qui peuvent donner une note dans une discipline clinique? J'en ai fait les frais avec un candidat qui malheureusement ne répondait pas à la moitié des questions d'anatomie, et pour qui son patron était fou furieux que nous n'ayons pas donné la moyenne des points, donc j'étais très embêté. Qui doit valider? Je pose toujours la connaissance.
La connaissance de base, ce qu'on appelle la primo-anatomie, la construction anatomique, quel que soit le support, est vraiment plébiscitée par les étudiants, mais se limite à une représentation en vue plane. Et notre évolution actuellement, nous avons la chance d'avoir, depuis cette rentrée, une deuxième table 3D que nous allons pouvoir utiliser en amphithéâtre, car elle est sur grosse roulette, pour pouvoir illustrer en 3D nos cours d'anatomie à la fin de chaque cours, ou au moins à la fin de chaque grand chapitre. Pour ce qui est de la dissection, les prérequis sont indispensables. J'ai fait l'expérience décevante de l'APP, de la pédagogie inversée. Quand les étudiants n'avaient pas acquis les connaissances nécessaires, ils venaient de manière très contemplative et ça ne donnait pas grand-chose puisqu'ils regardaient sans véritablement apprendre. Beaucoup d'accès sont restreints aux dons de corps dans beaucoup de facultés maintenant et il est important là encore d'essayer de susciter une dynamique régionale pour que les centres qui fonctionnent bien, les labos d'anat qui fonctionnent bien puissent recevoir le plus possible les étudiants des autres centres. En début de cursus, c'est l'enseignement de l'anatomie, c'est le moment où l'étudiant ne s'en sert pas. Et au moment où il va s'en servir, au milieu de son cursus, encore plus à la fin, c'est là où il ne l'apprend plus. Il y a donc un problème d'une grosse banque de données, mais sans fichier d'exploitation fourni. Et il est important que nous puissions revaloriser l'anatomie par la suite. C'est la deuxième phase, la phase clinique. C'est la compétence clinique, l'anatomie appliquée, c'est le début de la sémiologie. Les bases de la sémiologie, c'est comprendre pour conduire un diagnostic. Si on n'a pas les prérequis, ça va être difficile. L'apprentissage par simulation, on l'a évoqué, introduit une démarche active et une répétition, jusqu'à savoir, c'est important. Qui valide ensuite les ateliers d'Écosse, les simulateurs, avec un encadrement, jamais l'étudiant tout seul, qui accorde la qualification, ça va être la discipline clinique plus tard, mais pour les étudiants, ce sont les responsables pédagogiques des années en cours, et ça peut parfois coincer un peu si on nous demande à nous, anatomistes, de valider ou non le cursus d'un étudiant. La troisième phase a déjà été assez développée dans les exposés précédents. C'est une compétence technique de l'anatomie appliquée à la classification opératoire avec ce très beau titre de médecine opératoire dont on a parlé précédemment. C'est un apprentissage qui devrait être une réactivation de connaissances déjà acquises. Malheureusement, quand on teste nos internes en phase socle, je peux vous avouer ma souffrance quand je constate que moins d'un quart des internes récemment nommés sont capables de citer quel est le collecteur du liquide lymphatique de tous les membres inférieurs de pelvis et de l'abdomen, dont ceux qui vont faire de l'uro, de la gynéco et du digestif. Il y a un gros travail à faire sur le système lymphatique. Il y a des manques qui sont terribles et que nous n'avons pas toujours trouvé compensés lorsqu'on teste ces internes en fin d'année socle. Il y a des acquisitions de compétences nouvelles avec l'anatomie endoscopique, c'est important, cette anatomie endocavitaire, c'est un peu nouveau, mais ça se développe tellement qu'il faut suivre. La simulation va permettre de répéter à volonté, mais impose un bon encadrement, sinon c'est de la contemplation. La validation à nouveau par qui? Anatomiste ou responsable clinique. Il faut que ce soit clairement déterminé. Idéalement, j'aimerais que les responsables cliniques accompagnent leurs internes dans les évaluations au laboratoire d'anatomie. Et enfin, notre objectif, il faut donner une compétence. La qualité de la compétence, est-ce qu'elle est acquise, est-ce qu'elle est totalement maîtrisée? C'est important. Quatrième degré de notre enseignement d'anatomie, c'est la compétence hyper spécialisée, donc chez des spécialistes en exercice le plus souvent, ou en début d'exercice, ou au cours de l'assistanat et du clinica. Et là, il faut entretenir et consolider le progrès des connaissances avec 4 soutenances de thèse en 3 jours. J'ai entendu 4 fois j'entretiendrai mes connaissances. Et là, je crois qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau. Simulation, ça nous permettra de le faire, de l'utiliser, de répéter jusqu'à l'acquisition du savoir. Qui va faire la validation? La question se pose toujours. Les outils dont on dispose sont listés à ce niveau. La dissection de corps, on a déjà insisté. La dissection virtuelle 3D est importante puisque effectivement on a cette dimension dans ces 3 dimensions de l'espace. L'impression 3D a fait l'objet de pas mal de publications. Le body painting aussi. Ça pose un problème actuellement parce qu'un enseignant qui fait mettre ses étudiants torse nu pour qu'ils se peignent réciproquement, ça peut coincer un peu, surtout sur Mediapart. La réalité augmentée
c'est utile. La réalité virtuelle augmentée, c'est encore plus utile. Et il existe bien entendu des sites et le principe du miroir magique où l'étudiant se regarde et voit en face de lui la représentation de l'anatomie de ce qu'il est en train de regarder. L'anatomie trouve donc sa place dans l'apprentissage par simulation. Je peux répondre à la question de Michel Chamasse. Les outils de réalité augmentée et de réalité virtuelle sont particulièrement utiles. On peut valider les évaluations, les connaissances par les évaluations. C'est plébiscité par les étudiants. Comme l'a dit Louis, ils reviennent bien volontiers. C'est intéressant d'un point de vue économique, mais ça, je ne veux pas trop le dire à mon président d'université, sinon il va fermer le service du don du corps. Les limites sont quand même les effets collatéraux qui ont fait l'objet de quelques rapports, dont cette récente publication. Et pour tous les enseignants qui ont passé beaucoup de temps sur écran depuis 18 mois, les céphalées et la fatigue visuelle, c'est une véritable réalité. L'enseignement trouve sa place l'enseignement d'anatomie trouve sa place dans l'anatomie par simulation, avec cet exemple d'enseignement qu'on avait fait de manière presque actuelle pour entraîner nos étudiants et des paramédicaux à l'écouvillonnage nasopharyngé. Il est important de savoir que la cavité nasale est dans un plan horizontal chez un patient qui est assis et qu'il ne faut pas chercher à monter trop haut vers la partie supérieure de l'ethmoïde. Et ça, l'anatomie virtuelle se prête tout à fait à la simulation du geste, ensuite à la dissection des différents plans pour voir exactement où va se trouver l'écouvillon, voir quels sont les risques de lésions muqueuses, quels sont les risques de fausses routes éventuelles, et ensuite on peut reconstruire l'ensemble une fois que l'étudiant est allé virtuellement au fond de la cavité nasale. De même, certains se sont portés volontaires pour aller aider dans les centres de vaccination, et la vaccination est intéressante si elle est intramusculaire. La vaccination sous-cutanée ne générera pas beaucoup de défense immunitaire, et ceci pouvait être simulé sur la table d'anatomage qu'on utilise avec la cible exacte. La cible, c'est le muscle deltoïde. Ce muscle deltoïde, on peut l'isoler autant que l'on veut avec la table. On peut supprimer l'ensemble des structures voisines et bien montrer à quel moment on est vraiment bien en intramusculaire, et l'intérêt de la stimulation de l'antigénicité à ce niveau. Le retour au laboratoire d'anatomie, de manière quand même un peu optimiste, il se fait. On a quand même de plus en plus de demandes de dissection de coordonnées à la science, de dissection 3D. Les étudiants du tutorat sont en train de se former sur la table 3D pour compléter le tutorat santé avec ce nouveau matériel. Et quand on fait le compte des disciplines qui viennent travailler au labo, ce sont 17 disciplines, je ne vais pas les nommer toutes, mais il y a la médecine légale, l'ophtalmo, la cardio, l'orthopédie, la plastique énormément, donc c'est important. Un petit retour en arrière, en 1250, un prince italien interdisait la pratique de la médecine à ceux qui n'avaient pas étudié l'anatomie sur des corps humains pendant au moins 1 an. Ils n'avaient pas le droit de faire des incisions et éventuellement guérir. Xavier Bichat a déjà été cité. Ouvrez quelques cadavres, vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité. En France, malheureusement, l'anatomie fut supprimée des concours d'internat en 84. Elle n'est revenue que longtemps après, en 2017. Un petit hommage à un grand écrivain normand qui, à travers ses 2 pieds nickelés, Bouvard et Pécuchet, dans son dernier roman, avait montré à quel point l'absence d'encadrement peut être néfaste. Bouvard et Pécuchet avaient commandé un des bons hommes de M. Ozoux, ce sont les mannequins en papier mâché, et ils avaient tenté de le démonter, de le remonter, ils n'y arrivaient pas. Ils aperçurent beaucoup de choses comme Flaubert envoyé par-dessus le mur de la salle de dissection de son père et de son frère lorsqu'il habitait dans l'hôtel-dieu de Rouen, et à la fin, ils abandonnèrent. La nécessité d'un professionnel, un encadrant, était déjà soulignée. Le docteur vint les voir et leur fit une leçon. Et donc, les prérequis étaient mis en avant. Et Bouvard et Pécuchet en furent charmés. Une des plus belles critiques de ce grand écrivain normand est celle d'un autre écrivain normand, Guy de Maupassant, qui avait, au moment de la sortie du roman, résumé ceci, Bouvard et Pécuchet, du défaut de méthode dans l'étude des connaissances humaines. C'est le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert.
En conclusion, l'enseignement de l'anatomie est adapté à l'apprentissage par simulation. Dans l'illustration des cours de base, c'est l'acquisition des connaissances. Dans le cadre de l'anatomie clinique, c'est la réactivation des connaissances. Dans le cadre de l'anatomie de spécialité et auprès des professionnels en exercice, c'est l'entretien des connaissances, comme nous l'avons lu dans notre serment d'Hippocrate, et je souhaite que ce soit une discipline clinique qui le demande et non pas une société d'assurance professionnelle. Les perspectives d'avenir sont belles avec la simulation. La prochaine dimension, la 4e dimension, sera celle du mouvement. La table anatomage que nous utilisons devrait permettre la simulation du mouvement, au moins au niveau des membres. Ce sera encore plus intéressant. Merci de votre attention.